m'appelle Benoît Méronin, je suis professeur à Grenoble École de Management où je dirige notamment la chaire Orange Digital Natives. Moi, je rencontre beaucoup de managers à différents niveaux, dans différentes entreprises. Et très souvent, la question de la génération, la question des jeunes générations, en fait, arrive, alors même que ce n'est pas nécessairement le sujet. Et c'est ça qui est troublant, parce que si j'allais vers eux explicitement avec cette question-là et qu'ils aient des réactions, bon, ça serait, on va dire, relativement orienté. Mais moi, je les aborde sur des questions beaucoup plus générales, de management, voilà, d'évolution finalement des modes de management et des modes de relation client. Et systématiquement, à un moment donné ou à un autre, soit du côté des clients, il y a une interpellation, il y a des interrogations par rapport au comportement des clients, et puis du point de vue managérial, donc du point de vue interne à l'entreprise, une interrogation aussi, des inquiétudes, un agacement parfois, et en tout cas de vraies difficultés pour de nombreux managers aujourd'hui à accueillir dans leurs équipes et à manager finalement une diversité sans cesse plus grande finalement de femmes et d'hommes, notamment du point de vue de leur appartenance générationnelle. Donc là, il y a je dirais, un constat. Après, je pense que les générations que l'on appelle aujourd'hui les générations Y l'ont été en premier lieu par rapport à leur rapport aux nouvelles technologies. Et c'est paradoxalement quelque chose qui a tendance à disparaître en fait. Quand on regarde un petit peu les travaux qui sont publiés sur le sujet, on passe très vite là-dessus. C'est-à-dire on va considérer que ça va de soi, c'est un postulat. Vous maîtrisez, ils maîtrisent les nouvelles technologies. Et à partir de là, ils ont développé des comportements nouveaux. Ils ont un rapport au monde du travail, ils ont un rapport à l'autre, ils ont un rapport à la hiérarchie, ils ont aussi un rapport à la vie privée qui est complètement différent. Alors, chacune de ces affirmations-là, évidemment, mériterait d'être creusée. Pour moi, ce sont des hypothèses, autant d'hypothèses. Et puis, surtout, ce postulat de départ qui est de dire génération Y ou digital natives ou encore les millennials, enfin, on voit bien qu'il y a tout de suite une connotation très digitale, très numérique. Eh bien, ce postulat mérite d'être interpellé parce que finalement, est-ce que réellement les jeunes générations ont une maîtrise supérieure finalement de ces technologies, qu'est-ce qu'elles en font de plus que les autres, et surtout, quand bien même elles les maîtriseraient davantage, est-ce qu'elles sont en capacité de les partager finalement dans les entreprises demain et d'accompagner cette transformation qui pour moi indéniablement est une des grandes transformations aujourd'hui du monde économique et la transformation digitale. Et donc si on part et si on pouvait effectivement réellement mesurer cette capacité-là, si on pouvait réellement ensuite faire en sorte qu'elle serve finalement cette transformation digitale des entreprises, alors effectivement on aurait là pour moi un vrai sujet et surtout des vraies raisons d'espérer. Alors oui, d'abord il y a des entreprises en France dont la pyramide des âges fait que il va y avoir beaucoup de départs, on va dire, dans la dizaine d'années qui vient. Chez Orange par exemple, un dirigeant me rappelait hier que dans les moins de 10 ans qui viennent, près de 30 000 collaborateurs allaient quitter l'entreprise et donc des milliers d'autres, donc appartenant à votre génération et aux suivantes, allaient devoir les remplacer. Donc il y a des vraies préoccupations aujourd'hui et il y a en même temps aussi bien sûr des inquiétudes, j'en ai parlé, mais aussi un espoir. Et cet espoir, c'est de dire ces jeunes générations, elles vont arriver avec une autre vision du monde, avec une ouverture sur le monde. Art Langer de l'Université Columbia le disait tout à l'heure, une ouverture sur le monde beaucoup plus forte, un appétit pour les nouvelles technologies beaucoup plus fort. Et elles devraient pouvoir nous aider finalement, encore une fois, à accélérer cette transformation digitale, à accélérer, accompagner à travers le management par projet, à travers les équipes dans lesquelles elles vont être, à travers la relation avec leurs managers, globalement pouvoir prendre une place, en particulier dans l'entreprise, et une vraie légitimité par rapport à ce sujet de la transformation digitale. Il y a bien deux sujets. Il y a le sujet des jeunes entreprises et des startups dans lesquels effectivement on voit de nombreux jeunes, j'en ai côtoyé un certain nombre qui n'ont pas 25 ans, ne sont même pas diplômés de leur école d'ingénieur ou de leur école de management et qui sont déjà dans un processus de création d'entreprise, évidemment, entreprise très souvent en lien avec les nouvelles technologies.
Et puis ensuite, il y a le sujet pour moi qui est beaucoup plus essentiel, hein, qui est ce qu'on appelait il y a une quinzaine d'années, quand l'Internet a véritablement explosé finalement l'ancienne économie, hein, le brick and mortar. Eh bien, c'est comment toutes ces entreprises industrielles, de services publics aussi, vont finalement devoir évoluer, se transformer, parce qu'elles sont attaquées. Elles sont attaquées parfois très fortement, y compris les services publics, puisque moi je suis enseignant, hein, nous sommes un service public d'enseignement, même si nous sommes dédiés aux entreprises et dépendants d'une chambre de commerce. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'enseignants-chercheurs interpellés aujourd'hui par ces questions-là, parce qu'on voit bien que le digital est en train de transformer notre métier. Donc je pense que fondamentalement, les profils, les jeunes talents qui vont arriver demain dans l'entreprise ont un vrai boulevard devant eux. Je pense que les entreprises sont en train d'en prendre progressivement conscience. Je vais juste prendre un exemple très concret, ce qu'on appelle le reverse mentoring, qui nous vient des États-Unis. Là-bas, c'est pratiqué depuis 10 ans, voire 15 ans. C'est-à-dire le fait d'avoir finalement un jeune coach, donc un jeune diplômé, un jeune intégré dans l'entreprise, qui va finalement coacher un cadre beaucoup plus âgé, voire un cadre dirigeant. Il y a 2 entreprises aujourd'hui en France, 2 entreprises internationales, BNP Paribas Cardiff et Orange, qui ont mis en pratique ce reverse mentoring, c'est-à-dire dans lesquels les membres du COMEX, les dirigeants de l'entreprise, sont accompagnés individuellement, 1 à 2 heures par semaine, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, par un jeune embauché qui a 23 ans, 25 ans, qui a cet appétit pour les nouvelles technologies et qui les aide donc à décoder les pratiques, les enjeux, les services, Facebook, Twitter, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'utilise, de manière à faire en sorte que ces dirigeants-là comprennent mieux le monde dans lequel nous évoluons déjà aujourd'hui, à la fois encore une fois du point de vue des enjeux internes à l'entreprise, par rapport à sa propre transformation, mais aussi par rapport au marché, par rapport à l'évolution des modes de consommation, par rapport à l'évolution des attentes des consommateurs, de manière à mieux adapter leurs produits, leurs services finalement à ce nouveau marché. Il y a indéniablement un phénomène de mode. Quand on parle de génération Y, c'était d'abord un phénomène qui nous est venu du monde du marketing, du monde de la communication, du monde du conseil aussi. Les enseignants, chercheurs, les académiques se sont emparés du phénomène beaucoup plus tardivement. Donc il y a un phénomène de mode, indéniablement. Et en même temps, moi je pense qu'il y a des vrais sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune diplômé de niveau licence pro, de niveau master et a fortiori bien sûr avec un doctorat, ne peut pas ignorer à la fois la manière dont ces technologies et dont cette économie s'est mise en place, hein, cet écosystème d'acteurs dans lequel on a des gens qui fabriquent des matériels, des gens qui exploitent des réseaux, des gens qui produisent des logiciels, des gens qui construisent, développent des contenus avec des modèles économiques complètement nouveaux, doivent décoder cet univers-là, à la fois sur le plan technique, sur le plan sociétal, par rapport à l'impact que ça a globalement sur la manière dont nous vivons, et puis bien sûr sur le plan économique, c'est-à-dire la manière d'aujourd'hui dont on va créer de la valeur, créer de nouvelles offres à partir de ces offres-là. Je pense que quel que soit le parcours de la personne, ça va devenir un vrai handicap demain, si elle-même, d'une part, en termes de savoir-faire, ne sait pas un minimum utiliser à dessein et bien utiliser avec efficience ces outils-là, et d'autre part, si, parce qu'elle va être demain dans une entreprise ou dans un hôpital ou même professeur, si elle ne sait pas elle-même bien utiliser et bien décoder finalement aussi les enjeux que ces technologies finalement manifestent du point de vue de son métier, de manager en entreprise, d'enseignant, de bibliothécaire, de directeur de théâtre ou que sais-je encore. Parce que ça a déjà commencé, ça impacte fortement tous ces univers-là et demain, et progressivement dans leur vie professionnelle, ils vont prendre des responsabilités, ils vont devenir managers, ils vont peut-être être dirigeants aussi un jour. Ils ne peuvent pas ignorer, ils ne peuvent pas être en décalage par rapport à ces transformations-là, à ce qu'elles signifient, et surtout à la manière d'accompagner le changement, d'accompagner la transformation là où ils vont être, quelle que soit la nature de l'activité, la taille de la structure. Pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie des compétences de base aujourd'hui, je pense, que de devoir maîtriser tout cela, qu'on sorte d'une école d'ingénieur, qu'on sorte d'une école de management ou d'une formation universitaire dans quelque domaine que ce soit. Ma conviction, en fait, quand on est, si je reprends ma casquette de responsable de cette chaire Orange, c'est qu'on a tout de suite nous voulu mettre
nos étudiants et les étudiants aussi de l'université Grenoble 3 et d'autres universités avec lesquelles on travaille dans une situation de contribution, de co-construction. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une posture de sachant, observant un phénomène, réalisant des enquêtes et des études pour dire répondez à des questionnaires, on va ensuite étudier ces questionnaires, on va en produire des analyses et éventuellement on vous tiendra au courant. C'est pas du tout ça la posture. La posture, et nos étudiants en parleront tout à l'heure, c'est de contribuer et de travailler avec les sociologues, de travailler avec les psychologues avec lesquels on travaille à la construction des protocoles de recherche. Je vais prendre un exemple très concret. On a par exemple travaillé avec 2 sociologues et les étudiants, c'était un petit groupe d'étudiants, ont participé à l'élaboration du protocole de recherche. Et concrètement par exemple, ça a consisté à construire des binômes et pendant les cours, à Grenoble École de Management, à tour de rôle, d'observer ce que l'autre faisait pendant qu'il était en cours. Et on s'est rendu compte par exemple que sur à peu près 4 heures d'enseignement, les étudiants étaient connectés, faisaient autre chose pendant 3 heures et demie. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur la messagerie instantanée, vous recevez un message, tac, vous répondez, vous avez un petit moment de creux, un petit moment d'ennui, clac, vous allez voir s'il y a des nouveautés dans votre réseau. Donc en permanence, les jeunes sont connectés. Et ce qui était très amusant, c'est donc que les étudiants eux-mêmes ont finalement défini avec les chercheurs le protocole de recherche. On est constamment, et ça c'est un parti pris pour moi de la chaire, c'est vraiment un parti pris, parce que sinon je pense qu'on serait complètement décalage avec le sujet. Si on veut appréhender ce sujet-là, si on veut mieux comprendre finalement les comportements et les représentations de votre génération, il faut qu'on vous embarque avec nous, il faut qu'on vous rende acteur du processus, parce que sinon qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que nous ont répondu un autre groupe d'étudiants de l'école. On ne veut pas être des cobayes. On ne peut pas travailler comme ça. On peut plus travailler comme ça aujourd'hui. On ne peut plus simplement vous considérer de haut et vous dire nous sommes les sachants et puis effectivement on va vous observer là comme des animaux en cage. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche effectivement en vous associant, en vous interpellant aussi sur la manière que vous avez de comprendre, en essayant de comprendre vos représentations, en essayant de vous confronter aussi aux résultats de la recherche. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire quand on a des résultats, de faire réagir des étudiants en leur disant voilà, on vous a interrogé, on a travaillé avec vous, voilà les résultats, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça vous surprend, ça vous surprend pas? Et là aussi, d'avoir le feedback des étudiants, pour moi ça fait partie de toute cette démarche-là, et c'est ça le plus intéressant. Et hier on avait avec nous Bernard Stiegler, qui est un grand philosophe, qui est quelqu'un qui travaille depuis très très longtemps sur ces questions-là. Il a travaillé avec nos étudiants pendant 1 journée et demie. Il va revenir au mois d'avril, il fabrique un MOOC avec eux. Il co-construit ce MOOC avec eux. Ils vont être partie prenante d'une aventure, ils sont déjà partie prenante d'une aventure extraordinaire. Et très très vite, on s'est dit hier en comité d'experts de la chaire, Bernard, il faut que, à l'issue de la journée du mois d'avril, en mai, en juin, en juillet, on ait le feedback des étudiants. Mais je ne veux pas qu'on ait le feedback des étudiants, je veux que tu leur demandes en avril quelle forme de feedback vous avez envie de construire pour rendre compte, pour témoigner de ce que vous avez appris et de ce que vous avez fait dans cette expérimentation-là. Donc vous voyez, moi je pousse le raisonnement jusqu'au bout, je ne vais pas aller les voir pour les sonder, je ne vais pas leur envoyer un questionnaire, non, je veux qu'ils me proposent la bonne manière. Est-ce que ça va être de créer un blog? Est-ce que ça va être quelque chose d'éditorial? Est-ce que ça va être de faire une vidéo avec, où ils vont pouvoir partager ce qu'ils ont vécu? Peu importe. Je veux qu'ils me proposent quelque chose. Moi, j'ai des fonds pour financer les choses derrière s'il le faut. Mais je veux qu'ils me proposent un mode de restitution qui leur corresponde de manière à nous dire, bah voilà, on a vécu une expérience pendant quelques mois. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que ça m'a apporté. Voilà les questionnements avec lesquels je reste encore. Ou les questionnements nouveaux que ça m'a apporté. Vous voyez, on est dans ce processus-là, on est dans cette dynamique-là. Donc moi-même, je n'ai pas voulu qu'on crée une chaire à l'ancienne, à la grand-papa, avec une bande de sachants, là, et puis qui regarde. Non, une chaire, en plus c'est l'image, le professeur qui monte en chaire. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un cadre extrêmement agile, extrêmement mouvant, dans lequel les étudiants sont partie prenante, dans lesquels les étudiants sont vraiment avec nous, embarqués là-dedans. Et la contrepartie, c'est qu'on les responsabilise. La contrepartie, c'est qu'on leur dit, on va faire avec vous, mais vous allez être responsable. Vous allez devoir bosser, vous allez devoir vous impliquer. Parce qu'au final, le résultat, ce sera aussi le vôtre. S'il est moyen, c'est qu'on aura été moyen collectivement. S'il est très bon, c'est parce qu'on aura été très bon collectivement. Vous avez besoin de ressources, à nous trouver les ressources. Mais vous allez aussi devoir vous organiser. Vous êtes 23, par exemple, pour prendre un exemple d'un groupe d'étudiants, ils sont 23, vous allez devoir vous organiser collectivement pour pouvoir réaliser les choses. Et là aussi, c'est de les mettre en responsabilité parce que les entreprises attendent ça
demain, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir fonctionner très très vite en collectif, quelles que soient finalement les cultures dans l'entreprise, les silos, quelles que soient les frontières que les organisations savent merveilleusement créer, ils vont devoir travailler très vite avec des gens qui ne connaissent pas, avec des gens qui ne sont pas de la même culture qu'eux, pas de la même génération, qui n'ont pas du tout le même background, vous voyez, le même système d'exploitation dans la tête. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que votre génération, je pense que les générations qui sont succédées depuis 1980 ont assez naturellement ce talent-là. À nous de le cultiver en tant qu'enseignants dans les formations, parce que ça, c'est vraiment en termes de savoir-être quelque chose qui est fondamental demain dans les entreprises. Et juste pour terminer, mais ça me passionne, donc je suis un petit peu long, mais je pense que tout le travail qu'on fait dans la chaire, en embarquant nos étudiants, procède pour moi de cet apprentissage-là. C'est-à-dire, on ne bâtit pas un cours sur le management par projet, la co-construction. Je n'arrive pas avec 20 slides en leur disant « ah, blablabla ». Non, c'est parce qu'ils le vivent et parce qu'ils vont le vivre à travers ce qu'on fait là, qu'ils vont développer cette compétence-là. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je serais curieux de voir, est-ce qu'ils vont nous restituer ça? Est-ce qu'ils vont nous dire finalement c'était génial parce que c'était un mode projet, on s'est éclaté? Je ne sais pas, mais je sais de toute façon que même s'ils n'en ont pas conscience, nécessairement, ils vont avoir développé cette compétence-là. Et qu'à travers tous les projets qu'on va bâtir avec eux, moi je veux qu'on les embarque. Je ne veux pas que ce soit une chaire de chercheurs, c'est une chaire dans laquelle, en plus on travaille sur un sujet qui est les générations Y, donc il faut qu'ils soient partie prenante du sujet, et dans lequel aussi ils vont nous interpeller en permanence et nous amener de nouvelles questions de recherche, nous bousculer en tant qu'enseignants-chercheurs aussi, tout simplement par leur façon d'être et par la manière qu'ils vont avoir de s'impliquer, de s'engager, de construire les projets avec nous. Donc c'est une espèce de truc qui... Moi j'ai pas, tout à l'heure Art Langer le disait, on planifie à 2 ans, à 18 mois, 3 ans, et puis on regarde. Non, moi j'ai pas un programme à 3 ans. Si, j'ai un projet de recherche à 3 ans. Après j'ai des postulats, j'ai des partis pris que je partage avec vous. Et à partir de là, un mode agile, extrêmement, avec beaucoup de plasticité, parce que je veux qu'en permanence on soit dans cette agilité-là, de manière à ce que les jeunes avec lesquels on travaille, avec lesquels on essaie de comprendre les choses, soient partie prenante et que le projet finalement évolue avec eux. Voilà. Je pense que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un socle de savoir. On ne peut pas sortir d'une école de management sans savoir après un minimum de marketing, un minimum de stratégie, un minimum de comptabilité. Bon. Dans le même temps, il y a différentes manières d'enseigner ce socle de connaissances de base. Et je pense que on est tous aujourd'hui convaincus en tant que pédagogues qu'il faut qu'on se remette en cause. J'évoquais tout à l'heure le thème qui est central pour moi, le thème de l'ennui. Je suis convaincu que nombreux étudiants aujourd'hui s'ennuient sur les bancs de la faculté. Ce n'était pas mon cas quand j'étais étudiant il y a 25 ans. Moi, j'étais passionné par les cours d'amphi. Vous savez, ces grands cours magistraux, on était 300, 400 dans un amphi. Vous connaissez peut-être encore ça à la fac. Et puis, il y a le professeur qui arrivait. Et puis, parce qu'on avait des sachants, parce qu'on respectait le sachant, parce qu'il avait un doctorat, parce qu'il publiait des ouvrages, parce que moi, j'étais ébahi par cet univers-là. Et puis, c'était aussi une chance d'accéder quelque part pour des tas de générations grâce à la démocratisation depuis plusieurs décennies de l'accès à l'enseignement supérieur. C'était une chance, donc on avait une responsabilité par rapport à ça. Moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que nos étudiants ils n'ont plus du tout ce rapport là au savoir. D'abord le savoir ils nous le disent, le savoir il est sur internet, je suis sur Wikipédia, je vais sur le site du MIT, je vais sur le site de la chaire Orange, je trouve le savoir. On a fait une expérimentation avec on a un partenariat avec l'école normale supérieure de Lyon. Ils ont un master qui existe depuis 2 ans et ils demandent aux étudiants de prendre des notes et de partager leurs notes. Je prends pas mes petites notes que je garde pour moi, ce qui était mon cas à l'école, un papier crayon, je prenais mes notes et puis mes notes je les révisais. Non. D'abord on les prend sur ordinateur et puis ensuite on les met en commun. Waouh. Quel était le réflexe des étudiants? Pourquoi prendre des notes? Vous allez nous transmettre vos slides, ils sont déjà sur la plateforme. On peut filmer le cours, et puis de toute façon, sur le sujet que vous abordez, il y a plein de choses sur Internet. Pourquoi prendre des notes? Ça sert à rien. Waouh. Donc, et moi, quand je suis face à des étudiants dans une salle de classe, des jeunes de 20 à 23 ans, ils n'hésitent pas à m'interrompre, ils n'hésitent pas à m'interpeller, ils n'hésitent pas à me dire, monsieur Marin, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'aurais jamais osé interrompre et interpeller un professeur en lui disant « mais cher monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Donc il y a un rapport au savoir. Alors ça ne vient pas que de l'internet, ça ne vient pas que du digital, ça vient d'une évolution profonde aussi de nos sociétés par ailleurs, mais il y a un rapport globalement
au savoir, à l'apprentissage, au fait d'avoir besoin d'être acteur et d'avoir besoin de participer et d'avoir besoin d'être dans un collectif, dans un échange. Et le rôle de l'enseignant aujourd'hui, c'est en particulier d'être un animateur de cet échange. Et son rôle, c'est de donner quelques billes au départ, c'est d'être, ce que je dis souvent, le garant de la qualité des débats, le garant de la qualité du questionnement, parce qu'il faut éviter l'effet comptoir. On n'est pas là pour discuter comme ça autour d'un café ou d'un demi d'un sujet important. Il faut être au bon niveau de débat. Donc il est le garant de cette qualité du débat. Ça, c'est fondamental. Mais après, il faut amener les jeunes effectivement à partager leur ressenti, leur représentation et ce qu'ils pensent de la question et leur donner progressivement les outils dont ils vont avoir besoin pour grandir finalement dans leur questionnement. Et ça, c'est un bouleversement fondamental de la manière d'enseigner aujourd'hui et c'est un vrai chantier pour nous. On est dans la représentation, c'est-à-dire que tout ça est aussi effectivement façonné par un monde de représentations qui sont des représentations dominante aujourd'hui, puisqu'il y a un débat autour du digital, il y a un débat autour de la génération Y, et donc effectivement les enseignants ou les consultants ont eux-mêmes leur propre représentation, et ces représentations-là guident effectivement la manière qu'ils ont de conduire finalement leurs actions de formation, de recherche. Donc on arrive déjà avec plein de présupposés qui sont qu'effectivement les jeunes d'aujourd'hui sont comme ci, comme ci, comme ça. Donc à partir de là, on est déjà en train de, quelque part, de calquer sur vous des représentations qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est pour ça que c'est important de vous embarquer avec nous, parce que peut-être qu'à un moment donné, je vais nous dire, oh là, stop, vous êtes en train d'affirmer sur nous des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous, très modestement, le premier pilier de la chaire, c'est vraiment de comprendre le vrai niveau de pratique et de comprendre les représentations et les usages. C'est-à-dire, vous faites quoi avec? Vous connectez à quelle heure le matin? Ah, vous vous réveillez avec votre smartphone et tout de suite, vous êtes encore sur l'oreiller, clac, vous êtes déjà connecté. Ah ok, vous préparez votre journée comme ça. On essaie juste de comprendre déjà ce que vous faites avec ces technologies-là, et on arrête de quelque part de transposer sur vous déjà des tas de présupposés, et surtout on vous embarque avec nous et on vous amène à réfléchir autour de tout ça. C'est ça qui est pour moi qui est fondamental. C'est aussi de vous interpeller sur vos propres représentations, parce que vous avez vous-même une image de vous. Vous avez vous-même une image de la société dans laquelle vous évoluez. Vous avez vous-même une représentation de la manière dont moi je vous vois. C'est aussi de vous amener à vous questionner sur tout ça, de manière à vous donner un coup d'avance. Et c'est ça pour moi qui est fondamental. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup encore de trous dans la raquette. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, parce que c'est très récent. Il y a peu d'études réellement sérieuses qui sont menées sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de clichés. Oui, les jeunes sont comme ci, comme ça. Bon. Donc tout ça, il faut mettre à plat. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut y travailler. Et encore une fois, il faut vous embarquer. Et après, je voudrais juste intervenir parce que vous avez posé une bonne question qui est finalement l'école républicaine et ce qu'on appelle depuis longtemps maintenant la fracture numérique. C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les étudiants arrivent dans le monde de l'entreprise avec un bagage qui n'est pas le même en fonction de leur milieu d'origine et des études qu'ils ont suivies, et qu'en particulier, pour ce qui concerne le digital, on peut observer des écarts. Alors, nous, modestement, on essaie de comparer nos étudiants qui peuvent faire partie des étudiants dits privilégiés, appartenant finalement à des milieux sociaux professionnels finalement assez privilégiés, arrivant dans une grande école, elle-même assez confortable pour y étudier. Eh bien, on compare nos travaux avec finalement d'autres institutions. Je veux qu'on le fasse de plus en plus, notamment avec l'université ici sur Grenoble. Et finalement, on n'a pas observé beaucoup de différences pour l'instant. C'est-à-dire que finalement, au même âge, on voit des comportements qui sont très très similaires. Et parfois même côté fac, finalement, des modes de consommation beaucoup plus intenses que nos propres étudiants. Mais c'est une vraie question pour autant. Et je pense que malheureusement, ça vient juste, parce que c'est pas le seul, et ça vient s'additionner à d'autres écarts de compétences, notamment sur le savoir-être, qui est fondamental aujourd'hui, que ce coup d'avance qu'on peut avoir par rapport au digital va contribuer indéniablement à créer un écart entre ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'école républicaine et pour nous tous. On leur prête des traits de caractère qui sont des hypothèses, en fait, et qu'on n'a pas étudié très sérieusement. Moi, je suis assez convaincu, comme vous, qu'en tout cas en France,
Et là aussi, il y a des représentants, il y a même une idéologie en fait. Il y a une idéologie managériale derrière qui est de dire effectivement les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement mobiles, sont en quête d'autonomie, de responsabilité, ont besoin de switcher, d'évoluer. Oui, mais parce que ça arrange bien les entreprises. Parce qu'effectivement, ça arrange bien finalement tout un mode de représentation finalement du management dans lequel on a besoin de flexibilité, on a besoin d'agilité, on a besoin effectivement de s'ajuster très rapidement. Donc finalement, et là je vous rejoins complètement, de prêter ces traits de caractère là aux jeunes, ça nous arrange bien, puisque c'est plus de dire oula ça va être compliqué, il va falloir les accompagner, c'est du changement. Ben non, puisqu'ils sont comme ça. Donc ça va être simple, puisqu'ils sont complètement en phase avec les modes de travail, avec les modes d'organisation, etc. Donc là il y a indéniablement un vrai sujet. Après, oui, en France, c'est clair, les jeunes sont inquiets aujourd'hui, comme moi je l'étais il y a près de 25 ans quand je suis arrivé sur le marché du travail. Nous sommes inquiets. Vous êtes inquiets et vous avez raison de l'être parce qu'effectivement le marché du travail est difficile et que le fait déjà, de trouver un job, et puis deux, effectivement le fait de le conserver et le fait de pouvoir s'épanouir dans son travail, c'est-à-dire trouver aussi du plaisir, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup varié. Je pense qu'il y a 20 ans, les gens de ma génération avaient les mêmes préoccupations que les vôtres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était trouver le premier job qui corresponde effectivement à notre niveau de compétence, à nos envies, avec un salaire à peu près décent, nous permettant progressivement de nous installer dans la vie. Donc je pense qu'il faut questionner et effectivement être en critique par rapport à cette idéologie-là, et par rapport effectivement à ces représentations dominantes qui veulent que les jeunes seraient comme ci, comme ça. D'abord, il n'y a pas un jeune, il y a des jeunes. Et je pense qu'effectivement, en fonction des parcours, et on voit bien ce qui est déterminant, c'est pas forcément le digital, c'est de toute façon des facteurs sociologiques qu'on connaît bien et qui restent finalement l'environnement dans lequel on a grandi, le niveau d'études auquel on a accédé, etc., etc. Là où on a vécu, et que tous ces paramètres-là, ils restent fondamentaux dans la capacité qu'ont finalement les jeunes générations d'appréhender le marché du travail et de se positionner. Et il faut surtout pas balayer ça, il faut surtout pas penser que le digital vient complètement gommer tout ça. Ça n'est qu'une dimension supplémentaire, évidemment qui compte, mais qui compte sans doute beaucoup moins que toutes ces composantes-là. C'est en partie un mythe et c'est en partie une réalité. En tout cas, c'est un fantasme dans le monde de l'entreprise, parce que, encore une fois, les managers, les recruteurs, les DRH, les cabinets de recrutement projettent énormément de fantasmes en fait sur cette génération-là. Fantasmes à la fois du point de vue du marché du travail, mais aussi fantasmes du point de vue du marché tout court. C'est-à-dire qu'on tient des discours aujourd'hui sur les consommateurs, moi qui m'afflige en tant que professeur de marketing, parce qu'on prête aux consommateurs aujourd'hui des comportements, des attentes et des besoins qui sont, à mon sens, complètement délirants. Je vais juste prendre un exemple et j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Oui, le consommateur aujourd'hui, il a le pouvoir. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il a accès à toute l'information, il a accès à travers les réseaux sociaux, il peut comparer les offres, et puis on l'interroge en permanence, êtes-vous satisfait? On lui demande en permanence son avis. C'est complètement faux. Ça aussi, c'est une illusion du marketing. Ça aussi, c'est presque une idéologie. Le consommateur, interrogez vous en tant que client, je pense, n'a jamais eu autant le sentiment d'être manipulé par les techniques de marketing et de communication, d'être, comment dirais-je, dominé par les entreprises. Parce qu'on automatise de plus en plus, parce que quand on a un pépin et qu'on va voir un interlocuteur, on n'a personne au bout du fil, ou alors on va patienter 45 minutes. Pensez au monde du voyage, pensez au monde des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs de télécom. Il y a aujourd'hui une vraie perte de confiance des consommateurs vis-à-vis de l'entreprise, notamment parce qu'ils sentent bien que, indépendamment de toutes les histoires qu'on leur raconte, de tous les prétendus outils qu'on met à leur disposition, ils n'ont pas tant le pouvoir que ça. Ils sont encore fortement dominés par le monde de l'entreprise, par les discours du monde de l'entreprise. Et moi, j'ai la conviction que le consommateur aujourd'hui, il n'a certainement pas le pouvoir. Il aspire à avoir plus de pouvoir, indéniablement. Il commence à avoir des outils de conversation et de pression, effectivement, à travers les réseaux sociaux en particulier, pour faire savoir à l'entreprise qu'il n'est pas content, pour effectivement faire entendre sa voix. Mais dans le même temps, l'entreprise reste une extraordinaire machine à produire de l'idéologie, à produire des représentations, à produire un discours
Et peut-être qu'un jour ce rapport de force il va s'inverser, mais en tout cas c'est pas le cas aujourd'hui. Et moi je suis toujours très critique vis-à-vis de ces discours sur le prétendu pouvoir du consommateur. Je pense qu'on en est très très loin. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on manipule ce genre d'idées, parce que je ne suis pas convaincu du tout que le consommateur ait le pouvoir. Évidemment qu'il y a ce mythe du jeune entrepreneur qui, avec 3 francs 6 sous, va monter avec un petit peu d'argent placé par des proches, etc. On va aller taper son père, son tonton, son cousin. On est complètement dans ce mythe-là. Et en même temps, si c'est ça qui éveille des vocations, si c'est ça qui fait briller les yeux et qui nourrit à un moment donné une trajectoire et un parcours, alors tant mieux. Au sein de l'entreprise, ce mythe-là, il fait peur. L'entreprise, elle a quand même besoin aussi de gens qui sont soumis. Elle a besoin de gens qui, à un moment donné, vont avoir des prescriptions, à qui on va donner une direction, à qui on va demander de faire en sorte que les choses se fassent. Donc l'entreprise, si vous voulez, elle est en permanence dans cette tension et dans cette ambiguïté-là. Elle a à la fois besoin de gens qui vont faire dans un cadre donné, et en même temps elle a besoin de gens qui vont décadrer, qui vont faire bouger les cadres, qui vont faire imploser les cadres, et qui, au moment opportun, et c'est compliqué de savoir quels sont les moments opportuns, vont devoir faire bouger les lignes, remettre en cause, et pour le coup être des intrapreneurs, être des entrepreneurs d'eux-mêmes, de leur vie, et construire quelque chose en opposition à l'entreprise. Et on est toujours dans cette ambivalence-là. Et un des paradoxes du management aujourd'hui, vous avez raison, vous avez souvent soulevé les paradoxes, et tout le temps des paradoxes dans le management, c'est que les grandes organisations doivent jouer de cette dualité-là. Elles doivent à la fois avoir des gens, parce qu'il faut continuer à mettre en œuvre un certain nombre de processus et de choses, et elles avoir des acteurs de processus prescrits. Et dans le même temps, et elles le savent très bien, il faut que ces mêmes personnes-là, et pas d'autres, les mêmes, sachent sortir du cadre quand il le faut. Et ça, c'est immensément complexe, parce qu'il faut des managers qui aient compris ça et qui savent accompagner leurs équipes. Et il faut des jeunes collaborateurs en particulier qui comprennent qu'il y a à la fois le prescrit et qu'à certains moments opportuns, il faut savoir sortir du cadre. Parce qu'il faut résoudre le problème d'un client, parce qu'il faut faire avancer un projet très rapidement pour respecter les délais. Et donc comme on dit en bon français, bypasser la hiérarchie. Bref, à un moment donné, il faut casser les règles. Et le collaborateur, et le manager, et le dirigeant doivent aujourd'hui, et ça c'est très actuel, évoluer dans cet environnement-là. Et cet environnement-là, il est beaucoup plus complexe qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Oui, il y a une guerre des talents, elle est bien réelle. Moi je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin de faire évoluer encore une fois leur mode de management, leurs organisations, etc. Et elles ont besoin de renouveler leur modèle économique. Elles ont besoin de renouveler leurs offres. Et elles attendent en particulier des jeunes générations, mais là aussi, soyons prudents. Je ne connais pas d'entreprise où la direction de la recherche et de l'innovation était confiée à un jeune de 25 ans. Je connais peu d'entreprises où à chaque COMEX, on invite un jeune diplômé de 25 ans pour jouer la voix du client d'aujourd'hui. Tout ça, c'est encore des mythes. Il y a quelques histoires qui circulent autour essentiellement d'entreprises nord-américaines, mais ce n'est pas le cas en France. Je pense qu'en France aujourd'hui, culturellement, on a encore du mal à faire confiance aux jeunes, on a encore du mal à leur donner réellement les rênes. Et donc oui, là aussi dans l'idéal, et on tient des discours là-dessus, on aimerait que les jeunes nous interpellent et nous aident et nous bousculent pour faire évoluer et faire en sorte que nos offres correspondent davantage au marché d'aujourd'hui et de demain. Oui, mais dans la vraie vie, je peux vous dire qu'on en est encore très très loin, qu'on est encore face à des managers et des dirigeants, et c'est normal, qui ont une certaine maîtrise des choses et donc pensent, et en partie raison, maîtriser beaucoup mieux que le nouvel arrivant finalement un certain nombre de choses. Donc je pense que là il y a aussi des vrais bouleversements à mettre en œuvre dans les entreprises pour donner plus de place aussi aux différentes générations, pour que les points de vue s'expriment, pour que des controverses s'expriment. Et je terminerai là-dessus parce que votre question elle est passionnante. L'entreprise aujourd'hui est sans doute un monde dans lequel la controverse n'est pas possible. Et vous le disiez très justement parce que les jeunes en particulier ont effectivement, et ont raison, ont peur de perdre leur emploi et ont besoin de faire progressivement leur place dans l'entreprise. Parce que tous les managers intermédiaires qui ont construit leur parcours professionnel depuis 20 ans, depuis 25 ans dans l'entreprise,
et ont acquis des postes à responsabilité, des postes de pouvoir, évidemment, vont tout faire pour conserver le pouvoir qui est le leur. Donc à partir de là, l'art de la controverse et l'art et l'humilité qui consisterait à effectivement à créer les vrais espaces de dialogue et à faire confiance à la fois à ceux qui vont quitter l'entreprise aux plus anciens et à ceux qui viennent d'arriver pour challenger un petit peu la réflexion, pour remettre en question les pratiques. Je pense qu'aux États-Unis, dans la culture américaine, il y a quand même, je pense qu'on fait plus confiance aux jeunes. On est beaucoup plus dans cette culture de la mobilité professionnelle aussi. On est beaucoup moins dans le... C'est beaucoup moins hiérarchisé. Oui, on est beaucoup moins dans le cloisonnement. C'est-à-dire, vous disiez un truc tout à l'heure, j'ai pas réagi, je trouve ça passionnant. Aux États-Unis, l'architecte, le designer, l'économiste vont savoir travailler ensemble. En France, dès lors que vous mettez 2 ou 3 professionnels différents, ça va devenir compliqué. Déjà, ne serait-ce que parce que le glossaire, le lexique n'est pas le même. Chacun va arriver, alors parfois pour parler pratiquement du même sujet, avec un vocabulaire différent. Et puis, je pense fondamentalement, moi j'ai enseigné aux États-Unis il y a longtemps, j'animais un séminaire dans un programme de DBA, donc un programme de doctorat professionnel, vous voyez, très haut niveau. Et moi j'étais très intimidé parce que c'était en 2005, 2004-2005. Donc moi j'étais un jeune trentenaire et je me trouve face à des cadres, parfois des cadres dirigeants qui étaient même à la retraite, qui avaient 60 ans, 65 ans, qui avaient créé des entreprises qu'ils avaient revendues, des entreprises qui avaient compté des centaines ou des milliers de collaborateurs. Et moi, jeune professeur, j'arrivais pour leur expliquer ce que c'était que le marketing des services. Il y a le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, parce que vous avez un PhD, vous avez un doctorat, ouais, vous n'avez pas de cheveux gris, mais c'est pas grave. J'ai 65 ans, j'ai un parcours professionnel qui vous éclate complètement. J'ai 2 fois votre expérience professionnelle, mais c'est pas grave. Vous avez un savoir, et j'ai l'humilité d'avoir une capacité, et je vais vous écouter. Parce que même si vous êtes jeune et même si vous n'avez pas de cheveux gris, vous allez sans doute m'apprendre des choses. Et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, waouh. Et même encore aujourd'hui, avec les quelques cheveux gris, et à 43 ans bientôt, je peux vous dire que quand j'arrive dans certains cercles, pour animer une conférence, pour animer un atelier, une formation, je sens bien qu'on me regarde et qu'on me jauge par rapport à l'âge qui est le mien. Moi, je crois pour moi, il y a 3 valeurs qui sont fondamentales. Il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est la base pour... la bienveillance ou le respect, c'est la base pour pouvoir dialoguer et avoir une controverse. C'est-à-dire respecter son interlocuteur, respecter son point de vue, même si on n'est pas d'accord. Après, il y a l'humilité. L'humilité, et c'est pas facile, hein, moi-même. Voilà, moi j'ai fait un doctorat, j'ai tout un parcours, j'ai des jeunes collaborateurs, moi j'ai une entreprise aussi à côté. Donc d'un côté j'ai des étudiants, de l'autre j'ai une entreprise et des jeunes collaborateurs. Être dans l'humilité de se dire, mince, ce qu'il vient de me dire là, c'est pas faux. Je pensais pas comme ça bouscule mes convictions, mais il faut que je sache l'entendre. Et puis 3, c'est la curiosité. Et ça c'est fondamental, parce que ça c'est la clé de tout le reste. Si on est curieux de l'autre, si on est curieux de la vie en général, si on se pose plein de questions en permanence, si on a envie de découvrir, alors le petit jeune de 20 ans ou de 25 ans, dès lors qu'il va dire un truc pas trop bête, hop, ça y est, il va nous attraper parce qu'il va éveiller notre curiosité. On se dit, tiens, c'est pas inintéressant ce qu'il me dit là, ah. Et tout le reste en découle. Et tout fonctionne comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Donc, effectivement, c'est aussi comment on amène les jeunes générations, non pas à leur inculquer des valeurs, mais à les faire travailler sur les valeurs, à leur faire comprendre que, au-delà des savoirs, au-delà des savoir-faire et des savoir-être, il y a des partis pris, il y a des postulats, il y a des choses qui sont importantes à cultiver chez l'individu. Et c'est comment on les amène à réfléchir à ça, comment effectivement on éveille leur curiosité, le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de travailler avec des gens qui ne sont pas comme nous. Moi je passe mon temps à travailler avec des gens qui ne sont pas comme moi et c'est un vrai bonheur. Parce que dès lors qu'on a passé la barrière du langage, c'est formidable. Et vous voyez, dans la chaire, je suis dans une école de management, je suis allé chercher des sociologues à l'université, je suis allé chercher des psychologues au sein de l'école et en dehors de l'école. Je suis allé chercher un philosophe comme Bernard Stiegler, parce que j'avais la conviction que sur ces sujets-là, il fallait ouvrir. Il ne fallait surtout pas refermer et être entre nous, managers, marketeurs, stratèges, parce que ça allait être d'une pauvreté affligeante, parce que j'allais être avec des gens qui, grosso modo, pensent à peu près comme moi. Et pour revenir sur un terme qu'on a employé, ça allait être l'ennui, quoi. Et l'ennui, c'est terrible.